C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Alors Emmanuel Macron veut rebâtir, reconstruire en 5 ans Notre-Dame de Paris, un chantier titanesque. Mais le feu n'a pas pris seulement à la cathédrale, le feu est partout dans une société fracturée. Le président va devoir aussi reconstruire la solidarité, la démocratie, la justice sociale, même si la politique est à l'arrêt. Pour quelques jours, ça ne durera pas. Le chef de l'État est à l'épreuve. Hier soir, ce fut une allocution courte qu'il a faite, consacrée à l'émotion suscitée par l'incendie d'un symbole universel. Mais Emmanuel Macron a demandé de ne pas céder à la hâte sur l'impatience que suscitent ces annonces sur le grand débat. On l'écoute. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains. Pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Mais le moment n'est pas encore venu. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends, comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait que il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Voilà, il oppose, on va dire, le sens de l'histoire et la profondeur de Notre-Dame à l'instantanéité. Et la fausse impatience, il a raison, parce que c'est surtout le faux suspense, puisque... le pauvre, toutes ces annonces ont fuité dans la presse, puisque ça avait été, lundi, ça avait été enregistré, donc on peut garder ça 2 heures, 3 heures, mais pas 48 heures. Donc tout a fuité. Mais première question, est-ce que hier soir, est-ce que cette allocution avait un sens ou non? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Moi, j'ai le senti. D'abord, je pense que son propos de lundi soir sur le parvis de Notre-Dame était meilleur. Il était peut-être plus touchant, plus spontané, plus direct, parler direct aux catholiques de France. Hier soir, la première partie du propos, je veux dire, elle est logique. Je ne remets pas en cause le fait que le président s'adresse à la nation. Mais j'ai trouvé que la deuxième partie était un peu capillotractée. C'est un peu de la politique, la reconstruction de Notre-Dame pour la reconstruction de la France et les fausses impatiences visant les journalistes, en quelques comptes. Je trouvais que la deuxième partie n'était pas très haut niveau. Ouais. Franchement, on ne retiendra pas beaucoup de choses de cette allocution. Peut-être une parole consolatrice, dans le fond, qui est le rôle peut-être du président. Oui, moi ça ne me choque pas particulièrement. Après, on va parler du télescopage avec les annonces qui étaient prévues lundi soir, qui là sont vraiment un manque de chance absolu, mais dans l'agenda présidentiel. Après, moi je ne suis pas vraiment choqué. Oui, ce n'était pas forcément hyper convaincant dans la deuxième partie, mais s'agissant d'un drame national, pas seulement pour les catholiques, mais pour l'ensemble de la nation. Moi, ça ne me choque pas que, d'une part, le président s'exprime. Moi, je trouve que, pour le coup, sur le rapport entre le temps long et l'immédiateté, c'est assez juste. C'est vrai que s'il avait fait ses annonces lundi soir ou mardi soir comme prévu, il n'avait pas le choix. Voilà, bon, il se serait fait immédiatement torpiller. Bon, c'est pas la peine de régler quelques comptes avec les fausses impatiences. De toute façon, ça avait été enregistré. Il n'a pas eu de chance. Oui, mais alors là, pour le coup, venons-en au cœur du problème, c'est qu'effectivement, c'est un manque de chance absolu. C'est-à-dire qu'une heure et demie avant l'allocution prévue, avant l'heure de diffusion de l'allocution prévue, que tout le monde attend depuis 3 mois, même un petit peu plus. C'est peut-être un peu de chance aussi que ce soit passé inaperçu, parce que vu ce qu'il y a dedans, si c'est ça, franchement, le compte n'y est pas. Enfin, j'ai l'impression que le compte n'y est pas. Et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de flou. Si vraiment c'est ce qu'il veut faire, repousser travailler davantage, on ne sait pas pourquoi, dépenser moins, on ne sait pas où. Mais alors attendez, parce que là, quand même, on est en train de commenter, on va le faire, des annonces que le président de la République n'a pas prononcé. C'est quand même un peu curieux et étrange. Un petit peu surréaliste. C'est dû à la situation que vous avez évoquée, Roselyne, c'est-à-dire cette allocution annulée et puis les fuites qui, depuis 48 heures, se multiplient, grosso modo. Il faut expliquer aux téléspectateurs qu'en fait, elle a été enregistrée, qu'un verbatim du texte existe, qu'il a circulé dans quelques rédactions et que du coup, elles ont fuité. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres mesures qui n'ont pas fuité que le président... ça, on ne le saura que quand il s'exprimera. En tout cas, il y a 2 types de mesures dans ce qui a été annoncé. D'abord, les mesures
mesures qui flottaient dans le débat depuis 2 ou 3 mois. En réalité, il n'y a pas d'énormes surprises dans tout ce qu'il a dit, puisque tout ça avait été évoqué. Les retraites, les impôts. Les retraites, la désindexation, les impôts, la baisse des impôts des classes moyennes, les questions institutionnelles avec introduction d'une dose de proportionnelle, baisse du nombre de députés, la question des référendums à la fois locaux et le RIP, vous savez, le référendum d'initiative partagée dont on va baisser le seuil, parce qu'aujourd'hui il faut 4 millions, donc on va baisser ce seuil de 4 millions qui est aujourd'hui impossible à atteindre. Tout ça, ça avait flotté dans le débat. Donc pas vraiment de surprise. Après, la vraie question, vous avez raison Bruno, c'est sur ces 2 points que vous avez évoqués. Où vont-ils faire les économies? Et que veut-il dire par il faut travailler plus? Est-ce que c'est une remise en cause des 35 heures? Est-ce que c'est un report de l'âge légal de la retraite? Alors tout ça, il devait quand même un point à préciser. Là, il devait l'expliquer. Du coup, c'était en 2 temps. Il y avait 2 étages à la fusée, c'est-à-dire il parle lundi, mercredi, il fait une conférence de presse pour expliquer et rentrer dans les détails. Ben oui, donc, initialement, il avait monté un. Tout le plan de com est complètement. Il avait monté une cathédrale de communication qui visait à créer un effet blast ou un effet waouh. Alors c'est un mot. Et la flèche s'est effondrée. Et puis tout est tombé lundi soir. Alors bon, de toute façon, il n'avait pas le choix. La conférence de presse devait justement, d'abord c'était nouveau, puisque ce président de la République n'a pas fait jusqu'à présent de conférence de presse à l'Élysée, comme l'ont à peu près fait tous ses prédécesseurs. Et là, évidemment, ça aurait donné lieu à des explications dans le détail. Maintenant, que va-t-il faire? Il a un problème de calendrier, clairement. C'est la semaine sainte. Je vois mal, d'ici la fin de semaine, se lancer dans une nouvelle allocution, voire une conférence de presse. Peut-être le fera-t-il, mais c'est compliqué avec... Là, il reste jeudi. Voilà, il reste jeudi. Demain. Donc après, ça reporte à la semaine prochaine. Les vacances. Difficile d'aller plus loin parce que de toute façon, il y a la période de réserve de la campagne électorale. Donc au-delà du 2 mai, on ne le verra plus beaucoup. Donc oui, ça va sans doute être d'ici mardi, je pense, on va dire mardi. D'ici mardi. Je mettrais bien une petite pièce sur la fin de semaine, parce que là, on rentre dans la séquence... Mais pas vendredi, vendredi de Pâques. Oui, bon, après, on rentre dans la séquence, effectivement, week-end de Pâques, puis vacances scolaires, et ça va être plus compliqué d'intéresser les Français. Vraiment, c'est un manque de chance absolu, parce qu'en termes de fenêtre d'agenda, Emmanuel Macron, il est coincé. Le président, là, pour le coup, ne maîtrise rien. Il est pour rien. Il est pour rien. Donc, mais est-ce que dans son malheur, il n'y a pas une certaine chance? C'est-à-dire que là, on est en train de dire, bon, les mesures, vous vous dites, c'est pas l'effet blast ni l'effet waouh. Est-ce que ça va pas, justement, ça n'a pas servi de ballon d'essai, en quelque sorte, pour qu'ils se disent, oh là, c'est quand même pas très bien accueilli, tout ça, il va falloir que je revoie ma copie. Et donc, du coup, d'amender ses propositions. C'est ce que lui a suggéré, j'écoutais ce matin, Gérard Collomb. Alors bon, on sait que les relations sont un peu plus compliquées. Il lui a suggéré de reprendre sa copie pour... s'appuyer justement sur ce qui s'est passé à Notre-Dame pour être dans quelque chose qui relève de la reconstruction, pas seulement la reconstruction de la cathédrale, mais la reconstruction d'un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Donc oui, reprendre la copie, je ne sais pas s'il le fera. Ce qui est certain, c'est qu'il peut quand même s'appuyer un peu plus sur cet événement. D'abord pour montrer que l'État peut être efficace. Alors on verra s'il le sera dans la reconstruction. En 5 ans, promis. En 5 ans, on verra. Franchement, les experts ont l'air de penser que ce sera plus long. Moi, je ne suis pas un expert, je ne sais pas. C'est vrai que 5 ans, ça paraît court. Mais surtout, pour se projeter, il dit, voilà, on va rebâtir. Au fond, c'est peut-être la chance de Macron. Ses prédécesseurs étaient plutôt des présidents qui construisait, je pense à François Mitterrand, lui peut être le premier président de la 5e à reconstruire quelque chose, rebâtir. Et donc peut-être que là, il y a quelque chose à revoir dans sa façon d'appréhender les choses, d'en finir avec ce nouveau monde et essayer de reprendre pied dans l'ancien monde, mais de manière un peu plus peut-être subtile. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a une fenêtre de tir, une chance peut-être pour... En tout cas, c'est vrai que sur le moment, là, ça n'avait pas arrêté. Les tirs de barrage depuis des mois, notamment depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et depuis le début du débat sur le président. Et quelque part, paradoxalement, il s'est aussi offert quelques heures ou quelques jours d'un peu de répit. Je dirais pas que l'union sacrée, ou du moins la trêve, va perdurer. Il y a une trêve. Va perdurer des semaines et des semaines. La politique, il l'a dit lui-même, va reprendre rapidement ses droits. Mais en tout cas, vous constatez que cette semaine, à part... Nicolas Dupont-Aignan qui a encore fait des siennes, eh bien vous constaterez que la classe politique dans son ensemble... Nicolas Dupont-Aignan, il est en torche depuis quand même bien avant Notre-Dame de Paris. Mais vous remarquerez que de Madame Le Pen à Monsieur Mélenchon... Madame Boutin aussi a été... Madame Boutin également. Mais de Madame Le Pen à Monsieur Mélenchon, qui ont été quand même les opposants les plus virulents ces derniers mois dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a effectivement une volonté de calmer le jeu. Bien sûr, ça ne va pas tarder à reprendre dans le cadre de la campagne européenne. Moi, ce qui m'interroge, c'est si ces annonces sont celles qui ont fuité, je trouve que ça indique
qu'il ne va pas se passer beaucoup de choses dans la suite du mandat, parce que là, on n'a pas des réformes waouh. Donc là, pour le coup, ça aurait été quoi, les réformes waouh? J'en sais rien. Il n'y a pas d'argent. Si sur le temps de travail, il nous parle d'une réforme des retraites qui consiste à vraiment prendre le taureau par les cornes et regarder s'il ne faut pas travailler plus longtemps, mais réellement autrement que le petit truc que Delevoye est en train de mettre en place, que sur le temps de travail, peut-être aller vraiment au fond des choses et se dire, oui, il faut peut-être travailler un peu plus. On a sur les 35 heures. Mais oui, il y a peut-être des vraies choses. Et sur les dépenses publiques, faire autre chose que ce qu'il fait jusqu'à présent, c'est-à-dire pas beaucoup s'attaquer au sujet. Là, pour le coup, ce serait, je veux dire, il serait conforme au titre de son livre Révolution. Oui. Or là, sur le contenu, on ne peut pas vraiment dire qu'il est raccord avec... Je trouve un peu dur, Bruno, parce que les mesures, il y a quand même un paquet de choses. Alors peut-être que c'est insuffisant, etc. Mais il y a la suppression de l'ENA. Oui, alors la suppression de l'ENA, je le mettrais un petit peu à part. Ouais. Moi, je pense que c'est quelque chose de démagogique. Je pense que c'est quelque chose... que ça renaîtra sur notre forme. Ça changera le nom, c'est tout. Oui, absolument, un petit peu populiste. Et puis, il faut dire que les énarques, ce ne sont pas tous des gens qui vont... mais dans le fond, l'élite ne disparaîtra jamais. Enfin, non, et puis surtout, il faut arrêter. Il y a peut-être 5 ou 10% des énarques qui vont pantoufler dans les grands groupes et qui, aujourd'hui, incarnent effectivement l'élite abhorrée par le mouvement des Gilets jaunes. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les ministères, dans les administrations, à Bercy, des sous-préfets, qui ont vraiment le sens de l'État et qui sont les gens qui font tourner la machine de l'État. Et pour eux, c'est un petit peu... Je trouve que c'est un petit peu stigmatisé. Il faut élargir le mode d'admission, il faut la réformer, mais la supprimer, ça n'a pas vraiment de sens. Sinon, pour le reste, je vous trouve un petit peu dur, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Sur les référendums, il y a quand même un effort qui est fait. Bon, il y avait une demande de participation dans ce on le renvoie aux collectivités, le RIC. Ouais, non, mais le référendum d'initiative partagée à 1 million, si c'est le cas, vous voyez, ça peut... Est-ce que c'est pas concéder ça aux Gilets... C'est concéder quelque chose aux Gilets jaunes les plus modérés, on va dire. Oui, voilà, c'est la demande de participation des Gilets jaunes, mais aussi de l'ensemble de la population française. La réindication des petites retraites, pourquoi c'est révolutionnaire, David? Non, mais ça n'a rien de révolutionnaire. Le RIP, c'était déjà dans la Constitution. On va abaisser le seuil. Oui, mais enfin, il était infaisable. Personne, il était infaisable. On l'a vu avec la vraie révolution, c'était déjà l'introduction du RIP dans la Constitution. Là, on va simplement il est infaisable, ce RIP. Qui en a fait? C'est un réglage pour l'adapter à la réalité. C'est pas révolutionnaire. Personne n'a dit que ça serait révolutionnaire. Si, on nous annonçait un effet blast. On nous annonçait une surprise et on nous disait, et c'est peut-être là où le président s'est trompé, que plus rien ne serait jamais comme avant. Bon, on s'aperçoit que là, c'est peut-être un peu déceptif, mais encore une fois, attendons de voir où il va faire des économies et attendons de voir ce qu'il veut vraiment dire. Moi, je suis preneur de votre surprise. Le temps de travail. Et on avait annoncé des surprises, on va voir s'il les fera ou non. Merci à tous les deux. On se retrouve demain pour Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. À très vite. Merci.